Ok, super. Bonjour à tous. Donc, Julie Chapeau, je suis conseillère scientifique au département du Nord depuis septembre 2020. Et donc, je travaille globalement sur la production de connaissances, leur diffusion et leur utilisation a fortiori. Et donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la mobilisation de la société civile sur le repérage des mineurs en danger. Donc, il y a tout un tas de choses qui ont été publiées sur les mineurs en danger, hein, des études sur les effets, les violences intrafamiliales, etc. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la crise sanitaire a pu faire émerger d'autres choses, et notamment sur la place de l'entourage familial, amical, des voisins, etc., dans le repérage des mineurs en danger à cette époque-là. Alors, pour repartir d'où ça vient et pourquoi on s'est aperçu que la société civile s'est d'autant plus mobilisée, eh bien, c'est déjà via la campagne 119, donc qui m'intéresse pour ce premier temps de prise de parole. Premier enjeu, c'est déjà comment repérer sans voir les enfants. Il faut savoir que côté protection de l'enfance, le principal pourvoyeur d'informations préoccupantes, hein, dès lors qu'on a l'information qu'un mineur est en danger, il y a une information préoccupante qui est remontée auprès des services dédiés. Eh bien, ce principal pourvoyeur, c'est l'éducation nationale. Or, pendant la crise sanitaire et notamment le premier confinement, l'éducation nationale n'était plus en capacité de voir directement les enfants, même si elle pouvait être encore en lien et parfois nous transmettre quelques éléments d'inquiétude. Or, les mineurs, dans ce cadre-là, étaient bien entendu plus exposés aux violences intrafamiliales et notamment conjugales, hein, qui ont été beaucoup mises en avant dans les médias lors du premier confinement. Et plus encore, les possibilités de pouvoir s'échapper de ce contexte familial violent étaient moindres. Et donc, il était beaucoup plus difficile pour les enfants de pouvoir trouver des échappatoires. Côté département, donc le département est chef de file sur le recueil et le traitement, comme on dit, des informations préoccupantes. Et dans ce cadre-là, hein, nous, notre recueil, il s'organise autour de ce qu'on appelle des cellules de recueil d'informations préoccupantes qui sont, nous, installées à l'échelle des territoires. Donc, département du Nord, on a 7 territoires, Avesnois, Cambrésis, Valenciennois, les Flandres, métropole lilloise, métropole Roubaix-Tourcoing, Douaisis, et j'espère que j'en oublie pas. Donc, ces CRIP sont à l'échelle locale. L'avantage, c'est que, contrairement à d'autres départements qui ont choisi une CRIP plus centralisée, elles ont un lien de proximité plus fort avec les partenaires. Ceci étant, hein, on a pu s'apercevoir que niveau CRIP, hein, pour le suivi de l'activité des repérages, un certain nombre de difficultés ont pu se poser, nous à l'échelle locale ou d'autres CRIP à l'échelle nationale, hein, notamment sur l'accès au dossier, la possibilité de pouvoir évaluer les situations en présentiel, etc. Toutefois, de notre côté, et c'est ce qu'on a vu dans le cadre du RETEX, c'est que les liens avec les autres autorités ont pu se consolider, et notamment avec justice et éducation nationale, hein, par ce biais-là d'inquiétude partagée, même si les professionnels ne pouvaient plus voir directement les enfants. Alors, on en vient donc à la question de la société civile. Et pourquoi c'est important? Parce que ce qui a permis de faire lien et de pouvoir finalement, hein, faire le lien entre les institutions qui étaient là et qui veillaient auparavant, nous, départements qui traitons et évaluons les informations préoccupantes, eh bien, c'est la société civile. Ce repérage, il ne reposait plus que sur les enfants, sur les personnes qui voyaient, entendaient, quand je parle d'entendre, ça pouvait être les voisins par exemple, ou étaient en contact direct avec les enfants, et plus encore sur les enfants eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont
été visés directement dans le cadre de la campagne 119. Alors, pour revenir sur le 119, c'est le numéro d'appel pour les mineurs en danger. Ce numéro, donc, il est géré par ce qu'on appelle le SNATEL. Alors, je n'ai pas l'acronyme en entier, mais en tout cas, à la fin, Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, me semble-t-il. Et donc, le SNATEL, qui a été mis en place il y a pas mal de temps maintenant, plusieurs dizaines d'années, a étoffé son offre, en quelque sorte, pour pouvoir permettre à plus de personnes, et notamment d'enfants, de contacter facilement ces services. Donc, il y a eu un formulaire de signalement en ligne qui a été mis en place en avril. Et puis, pour les enfants, un chat dédié aux moins de 21 ans qui a été mis en place au mois de mai. Et puis, plus encore, il y a eu un certain nombre d'opérations grand public, et vous en avez peut-être vu quelques-unes, qui ont été déployées à partir d'avril-mai, et puis qui se sont poursuivies au cours des deuxième et troisième confinements. Donc, mobilisation gracieuse des médias, Spot TV sur France TV, par exemple, un partenariat TikTok, qui est un réseau social hyper utilisé par les jeunes, avec une bannière spéciale 119 visible de l'ensemble des utilisateurs. La sponsorisation du spot TV Enfance en danger sur les plateformes YouTube, Facebook, Instagram, un dispositif d'affichage digital dans plus de 200 supermarchés et la mobilisation de nombreux influenceurs, personnalités sportives, du monde culturel, etc. Et la mobilisation de ces influenceurs a permis aussi de rendre plus accessible cette question de la violence subis par les mineurs, et notamment des influenceurs qui ont été victimes de ces violences durant leur enfance. Et donc, qu'est-ce que tout ça, ça a produit? Eh bien, nous, à l'échelle locale, au sein du département du Nord, on a eu, comme tous les autres départements, une baisse très importante des informations préoccupantes au moment de la fermeture des écoles. Là, vous voyez sur le graphique, avril-mai, on est bien sur une baisse extrêmement importante, une reprise juin-juillet, de nouveau une baisse en août, et puis là, vous voyez à l'automne 2020, une augmentation extrêmement forte du nombre d'informations préoccupantes, une augmentation telle qu'elle dépasse le niveau de janvier 2020. Et ça pose véritablement question. Qu'est-ce que ça veut dire? On a plusieurs hypothèses, mais est-ce qu'effectivement, il y a eu plus de violences intrafamiliales pendant le confinement? Certaines études, et peut-être que mes collègues vont en parler, montrent qu'il y en a eu plus à certains égards. Il y a eu notamment l'étude épidémio menée par le CHU Dijon sur les admissions en hôpital. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que finalement, ces campagnes de sensibilisation dédiées au grand public, elles ont pu permettre d'augmenter la mobilisation, la sensibilisation de la société civile sur la question des mineurs en danger? Donc ça, c'est une question très, très forte. Ce qu'on peut voir aussi, si on fait le lien avec l'activité directe, parce qu'une information préoccupante, elle est confirmée ou non déjà au moment de la qualification, c'est-à-dire que dès lors qu'on reçoit l'information, on va faire un premier traitement pour voir si on confirme ou pas le fait que cette information est préoccupante. Et puis, dans un second temps, il y a la phase de l'évaluation, et donc là, on va confirmer les éléments de préoccupation qui ont été transmis lors de la première information. Donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, ces éléments de préoccupation, ils ont été plutôt confirmés, et ils ont eu un impact majeur sur l'activité derrière nous en protection de l'enfance. Donc là, je présente le graphique des OPP. Les OPP, ce sont les ordonnances de placement provisoire, donc très concrètement, les placements d'enfants en urgence.
Vous voyez que, donc là, j'ai que les chiffres 2020 sur la première partie de l'année. Donc, baisse très, très forte des OPP de la même manière que les IP en avril, mais aussi reprise d'activité progressive et là encore explosion de l'activité sur l'automne 2020 et explosion d'autant plus forte que ce qu'on pouvait observer en 2019. Donc, tout ça, bien entendu, ça a un impact majeur sur notre activité derrière. Alors, qu'est-ce que ça pose comme question? Qu'est-ce que ça questionne? Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on a pu mettre en place pour absorber l'activité, etc. Mais en tout cas, là maintenant, c'est que on a une vigilance accrue de la société civile. À l'échelle nationale, on a pu s'apercevoir que ces campagnes de sensibilisation étaient efficaces. Entre le 18 mars et le 10 mai 2020, le 119 a constaté une augmentation de plus de 50% du nombre d'appels reçus comparé à la même période en 2019 et une hausse de 30% d'informations préoccupantes transmises aux services départementaux de protection de l'enfance. Dire que le 119 et ses nouveaux canaux de communication ont bien pu permettre de repérer des mineurs véritablement en danger derrière. Pour autant, ça pose tout un certain nombre de questions, puisque si ces campagnes ont pu permettre de mettre en avant la question des violences et de l'existence des mineurs en danger, elles ne vont pas très loin sur qu'est-ce qu'un mineur en danger, qu'est-ce que la maltraitance, comment on repère les signes, etc. Et ça pose véritablement question. Par exemple, si on prend la définition de maltraitance, quand on parle de maltraitance, il ne s'agit pas de la maltraitance physique seulement, donc brûlure de cigarettes, fractures induites, etc. La maltraitance comprend aussi la maltraitance psychologique, donc violences psychologiques, les violences sexuelles qui ont été bien visibilisées ces derniers mois, mais plus encore la négligence. Ce sont les 4 critères de l'OMS pour définir la maltraitance. Or, comment on identifie les faits de négligence dans un contexte où on ne peut pas voir les enfants, où on ne peut pas les entendre de la même manière? Comment on peut identifier ces phénomènes-là alors même que la négligence, elle est beaucoup plus insidieuse, bien moins visible, beaucoup plus complexe à comprendre, à identifier. Et ce que la littérature montre aussi, c'est que la négligence, elle a des impacts au long cours beaucoup plus délétères pour l'enfant que des faits de violence physique situés à un moment T. Bien sûr, quand ils se répètent, ils ont des effets extrêmement délétères sur l'enfant, son développement et son devenir, mais la négligence a un impact majeur sur l'enfant. Donc ça questionne. Comment on va plus loin et comment on implique la société civile sur le repérage des faits de négligence, avec tout ce que ça peut impliquer derrière. Et puis, de notre côté, notre dispositif de repérage, il est aussi à consolider pour pouvoir absorber toute cette augmentation d'activité et de visibilité derrière des mineurs en danger. Donc, dans le cadre du confinement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il fallait prioriser plus encore les situations à évaluer. Ce qui implique d'avoir des outils d'évaluation qui existent, mais beaucoup plus robustes pour pouvoir prioriser, OK, là, à quel moment je dois intervenir directement pour évaluer cette situation. Et puis, il faut qu'on puisse s'appuyer plus encore sur les études portant sur les violences intrafamiliales. Donc, j'ai mentionné violences intrafamiliales ici, mais l'étude de Vanessa Stédinger et de Marie Danet, qui va être présentée juste après, a aussi eu une grande importance pour nous aider à mieux identifier les signes de maltraitance, de vulnérabilité chez les enfants, évaluer leur gravité. Et puis, il faut de notre côté aussi renforcer le fléchage des renforts et des équipements de protection individuelle vers les équipes d'évaluation des informations préoccupantes et consolider les actions de communication des CRIP auprès des pourvoyeurs d'IP.
Et donc, je terminerai mon intervention sur cette première question en mettant l'accent sur le fait qu'il est véritablement indispensable de poursuivre les recherches sur les effets du confinement sur les enfants, leurs familles et leur entourage, et surtout sur la perception des violences faites aux enfants par la société civile plus globalement.